Merci de rester fidèle à ce rendez-vous de la santé. La journée de l'hygiène menstruelle est une journée internationale qui a lieu chaque 28 mai de l'année. Une journée qui vise à briser les tabous et à sensibiliser sur l'importance d'une bonne hygiène menstruelle chez les femmes, mais surtout chez les adolescentes. L'émission de ce soir va évoquer entre autres les difficultés que rencontrent les jeunes filles dans la gestion de leur menstruation. Le sujet reste-t-il toujours tabou entre mère et fille? Est-ce qu'il existe aujourd'hui des problèmes de santé liés à la mauvaise gestion d'une hygiène menstruelle? Autant de questions que nous allons évoquer dans l'émission de ce soir. Vous écouterez des témoignages des mamans et filles à travers des micro-trottoirs et aussi des acteurs qui s'investissent à fond pour sensibiliser sur ce problème. Encore une fois, merci et bienvenue dans Santé d'abord. Voilà, je suis avec Olive. Olive, bonsoir. Bonsoir Carole. Comment ça va? Ça va très bien. Ça fait toujours plaisir de partager le plateau avec toi. Le plaisir il est toujours partagé. De quoi allons-nous parler exactement dans l'émission de ce soir? Alors aujourd'hui dans Santé d'abord, nous allons parler de la gestion de l'hygiène menstruelle. Et comme invité, nous avons comme invité Madame Lami Ezola, elle est sage-femme. Elle est également formatrice en gestion de l'hygiène menstruelle. C'est bien cela, Madame Ezola? Oui, Carole. Bonsoir et bienvenue dans Santé d'abord. Merci, bonsoir Carole, bonsoir Olive. Bonsoir Madame. Comment allez-vous? Ça va bien. Alors, le sujet que nous allons évoquer ce soir, je crois que c'est un sujet, une question de femmes, un sujet qui nous concerne tous. Et ça concerne surtout la gestion de l'hygiène menstruelle. Mais d'abord, on va commencer par le commencement. Lorsqu'on parle de la menstruation, qu'est-ce que c'est? Est-ce que la menstruation est synonyme des règles? Dites-nous. Merci Carole. Parce que nous, on ne connaît que les règles, hein, on ne connaît pas le mot menstruation. Merci Carole. Tout d'abord, je tiens à remercier la TVT qui nous donne l'occasion de nous exprimer sur ce plateau aujourd'hui pour ce qui concerne les questions de menstruation, qui est un sujet très important pour la santé de la jeune fille et de la jeune femme. Et un remerciement aussi au ministère de la Santé et à tous les acteurs. Comme vous l'avez dit, les règles ou menstruation sont un écoulement de sang de l'utérus à travers le vagin, accompagné de petits fragments de l'endomètre. L'endomètre qui est le tissu qui tapisse l'intérieur de l'utérus et qui se renouvelle chaque mois. Donc les règles et les menstruations sont en fait l'appellation scientifique qu'on donne aux règles parce qu'elles sont issues d'un cycle menstruel. Et si on veut parler du cycle menstruel, c'est l'ensemble des manifestations générales qui concernent les organes génitaux. Donc c'est un jeu d'hormones qui survient périodiquement chez la femme à partir de la puberté. Le cycle menstruel a une période. Cette période va du premier jour des règles au premier jour des règles suivantes. Alors, si je comprends bien, vous avez parlé un peu, vous avez donné la définition des règles, ce qu'on entend par règles, oui. Et le processus, comment est-ce que le sang arrive à sortir du vagin de la jeune fille qui va devenir plus tard femme. Alors, à quel âge la jeune fille doit avoir ses premières règles? Merci, Carole. La puberté, elle survient en général entre 8, si je peux dire maintenant, entre 8 et 12 et 14 ans chez la jeune fille. Donc ça veut dire que la jeune fille peut avoir ses règles à 8 ans ou à 10 ans ou à 14 ans. Il n'y a pas un âge, mais il y a un intervalle. Donc la puberté est la période au cours de laquelle les organes de la jeune fille acquièrent leur maturité pour pouvoir
préparer la jeune fille à être une future maman. Mais cela ne veut pas dire qu'elle est alors prête pour tomber enceinte. Mais c'est un processus naturel qui conduit à préparer l'organisme de la jeune fille à pouvoir être maman dans le futur. Et les règles marquent cette puberté-là. Donc c'est l'arrivée des règles qui marque cette période. Ok, alors dites-nous, Madame Izola, vous l'avez dit tout à l'heure que les règles commencent chez la jeune fille à partir de 8 ans. Mais dans le temps, avec nos mamans, ce n'était pas comme ça. La jeune fille voit ses règles à partir de 11 ans, à partir de 12 ans. Quand maintenant c'est 8 ans, quand vous le dites si bien, mais on se pose des questions. On voudrait savoir pourquoi est-ce que la jeune fille, mais un enfant, ou bien une enfant de 8 ans, avoir ses règles, ça veut dire qu'un enfant de 8 ans, ou bien une jeune fille de 8 ans, une petite fille de 8 ans, peut tomber enceinte à 8 ans. Oui, Madame Carole, je pense que c'est tout à fait clair. Vous avez dit tout. La jeune fille à 8 ans peut avoir les règles. Et cela est dû à quoi? Probablement au changement d'habitude alimentaire. Vous allez voir que nous avons des comportements qui induisent, depuis la naissance de la jeune fille, qui induisent beaucoup de changements. Quand on prend par exemple la jeune fille, une jeune fille de 8 ans actuellement, qu'on compare à une jeune fille de 8 ans dans les années passées, leur morphologie est différente. Mais cela ne veut pas dire que les règles doivent survenir obligatoirement à 8 ans. Il y a la moyenne d'âge qui est de 12, 13, 14 ans. Voilà. Et les extrêmes, donc pour les filles qui ont leur puberté précocement, elles peuvent avoir leurs règles à 8 ans. Tout comme il y a des pubertés retardées qui vont aller même au-delà de 14 ans, voire 16 ans. Donc il n'y a pas lieu de s'inquiéter lorsque la petite fille à 8 ans a ses premières règles. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter ni de paniquer pour dire que c'est probablement dû à une anomalie qu'on ne peut pas expliquer scientifiquement. Non, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Néanmoins, il pose un problème de gestion de ces menstruations-là parce que cette jeune fille qui n'est que enfant, qui n'est que enfant, ne connaît pas tellement des notions concernant les menstruations. Donc c'est l'objectif même de notre présence pour sensibiliser la population, qu'ils sachent que les règles peuvent arriver à tout moment de la vie de la jeune fille, au moment où elle grandit. D'accord. Olive? Oui, nous allons arriver justement à cette sensibilisation. Mais moi, je voulais retourner un tout petit peu en arrière. Dans votre définition, vous disiez que les règles, c'est du sang qui coule ou qui sort du vagin de la femme. Moi, ma question est de savoir d'où provient exactement ce sang. Le sang qui sort de la femme, elle vient d'où exactement? D'accord. Merci, Olive. Alors, pour un cycle menstruel, ou bien lors d'un cycle menstruel, il y a beaucoup de phénomènes physiologiques qui interviennent dans la vie de la jeune fille. Donc, physiologique et hormonal. Et hormonal, merci beaucoup. Donc, ces phénomènes surviennent pour préparer la jeune fille à une éventuelle grossesse. Donc, si à la fin si pendant le cycle, la jeune fille ou bien la jeune femme a des rapports sexuels non protégés et il y a rencontre entre l'ovule et le spermatozoïde, il y a survenu de grossesse. Donc, vous comprenez que l'utérus doit se préparer pour accueillir cette grossesse. L'utérus fait son lit, c'est ce que vous dites habituellement. Nous disons couramment que l'utérus fait son nid. C'est un peu comme, nous sommes ici, je suis une invitée de l'émission. Avant de venir, vous m'avez invité, vous avez fait une préparation pour m'accueillir. S'il arrive que je viens, il y a le plateau qui est là, qui m'accueille, mais s'il arrivait que je ne vienne pas, vous serez obligé de ramasser le plateau. Donc c'est un peu le jeu dans l'organisme de la femme. Donc,
à partir de la puberté, les ovaires produisent les follicules grandissent au niveau des ovaires jusqu'à un stade donné. Donc, je vais aller un peu terre à terre. Donc, arrivé à ce stade, quand l'ovule est libéré au niveau de l'ovaire, l'utérus commence déjà à faire son nid pour accueillir la future grossesse. Maintenant, lorsque la grossesse ne survient pas, l'ovule là se casse et sort alors hors des voies génitales de la femme, entraînant avec elle le nid posé pour accueillir la grossesse. Et souvent, ce nid-là est constitué de sang et de débris de l'endomètre qui sortent hors des voies de la fille pendant une certaine durée. Et elle varie entre 3 à 8 jours avec une moyenne de 5 jours. La durée des règles? Oui. D'accord. Justement, je vais réagir à cette question. La durée normale des règles, ça veut dire que c'est 5 jours, 3 à 5 jours. Oui, il y a une moyenne. Et ça dépend d'une femme à une autre. Donc la moyenne est de 3 à 8 jours. La durée est de 3 à 8 jours avec une moyenne de 5 jours. D'accord. Donc la plupart des femmes, donc si on prend un lot de femmes, il y aura la plupart des femmes qui aura leurs règles pendant 5 jours. Mais il y en aura qui en auront pendant 3 jours ou pendant 8 jours. Une semaine. Une semaine. Voilà. Justement, quand les règles dépassent 5 jours, est-ce qu'on ne doit pas s'inquiéter? Ça veut dire qu'il n'y a pas de problème, c'est normal? Oui, comme je disais tout à l'heure, tantôt, quand les règles dépassent 5 jours et vont à 8 jours, il n'y a pas de problème. C'est dans la fourchette normale. Mais au moment où les règles vont au-delà de 8 jours, on doit commencer par s'inquiéter. Parce que le sang qui sort de la jeune fille, c'est du sang de son corps. Et ça peut entraîner des conséquences. Et très souvent, comme on le dit, les hyperménorrhées, donc c'est le terme qu'on emploie, sont associés à une anomalie. Donc il faut aller chercher. Surtout quand ça se passe chez une fille qui n'avait pas au préalable ces troubles-là. Peut-être qu'elle avait entre-temps 5 jours et que subitement elle se met à saigner pendant 10 jours. Ce n'est pas normal. Très bien. Non, je voudrais revenir un tout petit peu sur la question de Olive tout à l'heure. Lorsqu'elle pose la question de savoir d'où provient le sang, c'est justement la nature de ce sang-là qui nous intéresse. Alors, d'aucuns pensent que c'est du sang sale, parce que parfois il est de couleur noirâtre avec les débris dont vous venez de parler, l'endomètre qui se disloque et qui tombe en lambeaux avec des petits déchets que le sang véhicule. Mais les gens pensent que c'est du sang souillé, du sang sale. Est-ce que vous êtes d'avis avec ça, cette idée reçue? Oui, justement, c'est là la question ou bien le problème de la gestion de l'hygiène menstruelle. Ce sang qui sort est sujet de beaucoup de considérations au niveau de la société. Mais quand on explique, tel que j'ai expliqué, vous allez comprendre que ce sang a une origine au niveau de l'organisme et il est issu d'un phénomène qui est naturel et biologique. Un phénomène cyclique. Voilà, et qui survient. Donc chaque femme, quel que soit son rang, quel que soit son niveau d'études, quelle que soit sa forme, sa taille, à partir de la puberté, aura régulièrement ses règles chaque mois. Donc, ce n'est pas du sang souillé, comme on le pense certains. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Le sang, c'est un milieu de culture. Donc quand il sort comme ça, il faut qu'on s'apprête à l'accueillir pour que ce sang qui est milieu de culture n'infecte pas
la personne qui passe, ou bien ne soit pas source d'infection. Parce que si au niveau de l'appareil génital. Voilà, s'il sort et qu'on ne l'accueille pas bien, on n'utilise pas de bons matériels pour l'accueillir, alors là, il constitue un milieu de culture qui peut favoriser les infections. Mais le sang en soi, quand il sort de l'utérus, n'est pas un sang souillé comme le pense la majorité des gens. Très bien. Nous allons évoluer dans cette émission avec le tout premier sujet. Vous savez, le premier jour des règles a toujours été dans la vie de chaque femme ou bien jeune fille une période marquante, voire troublante, même si on s'y attendait. Toutes les femmes ou jeunes filles qui sont passées par cette étape incontournable ont probablement des histoires liées à leurs premières règles. Alors l'histoire liée à ce jour, elle nous est racontée ici par deux jeunes femmes. Nous les écoutons. J'ai eu mes toutes premières règles quand j'avais 11 ans. J'étais en classe de 4e et heureusement pour moi c'était un week-end. Donc j'ai juste contacté un liquide qui coulait encore mes cuisses. Je me suis dirigée vers la douche histoire de voir ce qui n'allait pas. Et j'ai constaté du sang qui coulait. J'ai eu peur effectivement. Comme c'était un week-end, c'était un samedi si j'ai bonne mémoire. J'ai vu maman, j'ai essayé de m'expliquer, j'ai vu du sang qui coulait entre mes cuisses en pleurs. Elle m'a juste dit ce que j'ai fait. À la suite, elle m'a donné des morceaux de pain. Au début des morceaux, ce que j'utilisais, des morceaux de pain qu'elle avait déjà découpés. Elle m'a donné un que j'ai utilisé. Et par la suite, ce qu'elle m'a dit, c'est que de ne pas m'approcher des garçons. Si déjà je commençais à saigner, je m'approchais d'un gars, je pouvais tomber enceinte. Donc c'est ce qui s'est passé le premier jour. À l'époque, nous étions dans une cour commune. Et effectivement, dans les cours communes, il y avait des garçons, des jeunes, des enfants. Et j'avais très honte de quitter la chambre en fait. Je me suis dit, si je sortais, tout le monde allait savoir que c'est comme ça. J'ai porté une couche et tout. Donc, papa, le jour, papa n'était pas là. C'est le soir, à son retour maintenant, maman lui a expliqué et puis il m'a appelé aussi. J'ai eu mes premiers menstrues à l'âge de 12 ans. Bon, comment ça s'est passé? C'était une matinée. J'étais rentrée dans la douche pour prendre mon bain et aller à l'école. En ce moment, j'étais en 5e. Oui, je pense que j'étais en 5e. Donc, lorsque je suis rentrée pour me doucher, je me suis baissée pour faire ma toilette intime. C'est là que j'ai vu un peu de sang sortir sur les carreaux. Je me suis dit, ben c'est quoi ça? J'ai commencé par avoir le cœur qui bat. Et j'ai juste rincé le corps, je suis sortie de la douche. Je suis rentrée en chambre. J'ai commencé par pleurer et comme la porte ou bien la chambre du papa était juste à côté de la mienne et il est rentré me demander j'ai quoi. Bon, je lui ai dit que j'étais rentrée pour me toucher, j'ai vu une tache de sang et il m'a pris à mener dans sa chambre et il m'a demandé est-ce que j'ai mal et tout, j'ai dit non et il m'a dit ah. Et j'ai franchi l'âge. Comme toute femme, c'est normal de ne pas m'inquiéter. C'est pas que je suis malade. Et ce sang que je viens de voir, ça prouve que, bon, il m'a juste dit que je deviens femme. Donc, j'ai qu'à savoir que chaque mois, j'aurai cet tas de sang-là. Et il y a une manière aussi de se protéger et tout. Donc, à mon retour du soir, il est arrivé, il m'a amené certaines serviettes hygiéniques là. Et il me l'a montré. Et il a montré comment ça se passe, comment je dois coller dans le muesli pour éviter qu'il y ait des fuites pour me tâcher. Et il m'a expliqué. Concernant mes soeurs, mes frères et soeurs, petits soeurs et autres, je vais plus leur conseiller de régler l'alimentation, éviter beaucoup de sucre et du gras et de préférence manger des légumes et des fruits. Également éviter l'automédication lorsqu'elles ont mal. Se diriger vers des centres de santé ou plus à la TBF, dans une clinique à TBF où on prendra soin d'eux. Madame Ezoula, dites-nous, aujourd'hui, évoquer les règles, est-ce que c'est un sujet tabou? On a écouté ce témoignage-là et au lieu que c'est les mamans qui s'occupent de leurs filles, c'est plutôt les papas qui jouent ce rôle-là. Sujet tabou aujourd'hui ou pas?
J'ai été très émue d'écouter les témoignages de ces deux jeunes dames-là, parce que ce n'est pas facile. Hein. Oui, les questions de menstruation continuent d'être un sujet tabou dans nos communautés. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il faut accentuer la lutte, parce que ce n'est plus une question de... Bon, je ne sais pas comment je vais dire, mais ce n'est plus une question de plaisance ou bien de question objet de discussion, mais c'est une question de droits humains. Parce que les règles ou bien les menstruations continuent d'être mal prises au niveau de la communauté. Vous allez entendre parler que les gens interdisent par exemple leurs femmes d'approcher la cuisine pendant les menstruations. Et ça existe, c'est effectif. On considère la femme... Est-ce que vous pensez que c'est une manière de stigmatiser la femme, de marginaliser la femme? Justement, c'est une manière de marginaliser la femme. Et ça a beaucoup de conséquences. Parce qu'on dit que la femme qui est en train de faire les menstruations, qui n'est nul autre qu'un phénomène naturel et biologique, on la considère comme souillée. Et qui me permet de citer quelques aspects dans nos communautés. Dans nos communautés, vous allez entendre que quand la femme est en menstruation, elle ne doit pas préparer pour son mari. Donc, ça veut dire que pendant 5 jours, tu vas te sentir inutile. Et pendant ce temps, le monsieur, il se nourrit comment? La femme, qu'est-ce qu'elle sent dans sa peau de femme? Elle se dit que bon, c'est parce qu'elle va remettre tout ça là à son état de femme. Donc c'est à cause de ça qu'il faut qu'on lutte. Ça reste un sujet tabou. Et je pense que les jeunes filles qui ont été interviewées sont à Lomé. Moi, je suis à l'intérieur du pays. Et pas plus qu'hier même, on m'avait amené une jeune fille. Elle a commencé par avoir les règles et elle a quand même eu un renforcement de capacité qu'on avait mené dans la communauté. Donc elle a compris quand même que ce n'est pas normal ce qui lui arrivait, puisqu'elle avait des difficultés lors des menstruations, elle avait des douleurs atroces pendant les menstrues. Donc quand elle a vu sa maman pour lui expliquer, la maman m'a amené son enfant hier autour de 21h parce qu'elle ne voulait pas que le papa sache qu'il vienne voir la sage-femme. Donc ça veut dire qu'on est en train de lier la menstruation avec la sexualité, alors que c'est deux sujets différents. Donc par exemple, s'il faut en parler, on est en train d'étiqueter la menstruation, on dit que quand on essaie de parler de la menstruation, peut-être qu'on est en train de gâter les enfants. Donc les parents ne prennent pas assez de temps pour sensibiliser, expliquer leurs enfants. Et il y a eu une étude qui a été faite par l'ancienne ONG Bonnefontaine que je salue, avec le ministère de la Santé, puisque c'est eux qui sont des pionniers de la gestion de l'hygiène menstruelle depuis 2017 au Togo. Et là, il a été prouvé que environ 44% des filles enquêtées ne connaissaient même pas les menstruations, ou bien ne savaient pas que les menstruations étaient un phénomène naturel, ne savaient pas comment se prendre lors des menstruations, avant la survenue de ces menstrues. Olive, oui. Alors, Madame Lamy, vous avez touché du doigt une des difficultés que ces filles rencontrent. Alors, est-ce qu'il y a d'autres difficultés, est-ce qu'il y a d'autres problèmes que ces filles rencontrent pendant leur menstruation? Oui, il y a les problèmes. Donc, étant donné que la jeune fille est exclue, donc vous allez comprendre qu'il y a une diminution de l'estime de soi avec toutes ces conséquences. Elle peut se sentir rabaissée, aller même jusqu'à se dénigrer. Et il y en a qui se suicident parce qu'elle a été peut-être tachée et que ses amis se sont moqués d'eux.
Et la dernière fois on discutait de ça, on disait qu'il y avait une fille kenyane qui s'est suicidée comme ça parce que malheureusement elle s'est tachée à l'école et son enseignant a eu à la retenir en public. Donc elle est partie, elle s'est suicidée. C'est des réalités. C'est ça. Maintenant, au-delà des considérations ou bien de la stigmatisation, il y a les conséquences au niveau de la santé. Puisque c'est un sujet tabou, la jeune fille va se livrer d'abord à des pratiques peu recommandées. Donc elle ne sait pas, elle communique moins, donc elle ne sait pas et elle ne va pas chercher l'information puisque elle se dit qu'en allant chercher l'information, peut-être que on va me ruer dessus. Donc elle ne va pas chercher l'information. Donc il y a des douleurs, elle ne va pas bien gérer les douleurs pendant les menstruations. Elle va se livrer à l'automédication avec toutes ses conséquences possibles. Il y aura les conséquences liées à la mauvaise hygiène de vie. Donc pendant les menstruations, je venais de dire avant que les menstruations, ou bien les règles qui sortent sont un milieu de culture. Donc ne sachant pas comment faire, elle va s'infecter. Donc il y aura des infections qui pourront avoir des conséquences lourdes sur la sexualité de cette jeune fille-là. Il y aura aussi le problème de gestion du matériel, donc un problème environnemental. Donc comment éliminer le matériel d'utilisation? Donc l'environnement sera pollué parce que la fille n'a pas été suffisamment instruite. Et je pense que si des efforts sont faits et que toutes les jeunes filles arrivent à avoir une bonne éducation sur la gestion de l'hygiène menstruelle, on pourra éviter bon nombre de problèmes comme les grossesses non désirées. Puisque tout part du cycle de la menstruation. Donc comme elle ne sait rien, elle va vivre sa vie tout naturellement comme ça, sans savoir qu'après la menstruation, dans quelques jours, il y a ce qu'on appelle l'ovulation qui la prédispose à une grossesse si elle a précoce. Voilà. Dans son ignorance et dans sa naïveté, c'est ce qui peut arriver à ces jeunes filles-là. Et les mamans, justement, Olive, ont un grand rôle à jouer, n'est-ce pas? Les mamans ont un grand rôle à jouer dans la survenue des premières règles chez leurs filles. Comment les mamans doivent-elles se prendre dans ce rôle de préparation de leurs filles à vivre ces premiers mois de règles? Alors, quelles sont les informations qu'elles doivent communiquer à leurs filles concernant cette période? Certaines mamans nous racontent. Pour une première fois, pour leur parler des règles, il faut que vous soyez comme des frères et sœurs, vous les prenez comme des sœurs, des petites sœurs, vous les causez de votre jeunesse. C'est en causant qu'elles auront le courage de te poser la question. Parce qu'à cet âge-là, elles ne savent pas ce qu'on appelle les règles. Donc c'est à vous, c'est à toi la maman qui doit leur poser cette question. Au retour, vous prenez quelque chose d'elles et puis vous leur donnez vos raisons des règles et vous leur donnez au moins comment est-ce que l'hygiène se pratique quand tu auras cet âge, au moins 12 ans comme ça, avant. Mais maintenant, il y a les enfants qui ont des règles à l'âge de 9 à 10 ans. Mais à l'époque, c'était de 12 à 13 ans. Donc de 11 à 12 ans comme ça, tu es obligé de causer à ta fille ou bien à tes filles comment est-ce que ça se passe pour qu'un jour, quand elle aura ça, qu'elle n'a pas peur de ce qui s'est sorti d'elle. C'est en ce moment que tu auras le courage de lui dire que c'est maintenant que tu es devenue femme. En faisant ça, il faut que tu te laves comme ça, il faut que tu fasses l'hygiène. Or, à l'époque, là, il n'y avait pas les couches. Il y avait les serviettes. Les serviettes, là, c'est à laver correctement, à sécher et à repasser. C'est à toi de la suivre pour qu'elle n'ait pas au moins des infections au cours de sa jeunesse.
ma première fille, heureusement que j'ai pris les garçons, je cause avec elle, avec les filles. Et elles sont ensemble. Quand ça s'est passé pour ma première fille, je n'étais pas à la maison. Mais c'est son frère qui l'a secouru que j'ai entendu maman parler de ça. Que pour lui, il est parti chercher les cotons dans mon tiroir pour venir sauver sa soeur. Quand je suis arrivée, c'est maintenant que je l'ai apprise comment ça se passe et comment ça se fait. Les caleçons, comment tu dois faire ça, comment tu dois laver ça, sécher ça pour que tu ne ramasses pas des microbes au fil de tes jours. Étant donné que nous sommes dans une maison familiale avec beaucoup de garçons, elle s'amusait avec les garçons. Puis ça m'a donné l'occasion de lui parler de ces choses-là. Et on parlait de tout et de rien, comment on fait des enfants, comment ça se passe. Puis on est arrivé aux règles. Si tu n'as pas tes règles de bonnes conditions, tu ne peux pas avoir d'enfants. Enfin, j'ai expliqué en gros ce qui se passe. Elle me l'a dit qu'elle pense qu'elle a commencé ses premières règles. Elle vient d'avoir ses premières règles. Donc on a encore discuté de comment s'entretenir pour maintenir un peu de propreté, de discrétion autour. On parle de tout et de rien, de tout. Elle passe déjà ses règles. Elle ne m'a pas parlé, mais j'ai appris ça chez ses camarades et chez ses amis. Donc moi-même, je n'ai pas le temps pour lui demander. On n'a pas l'habitude de discuter avec ces genres de trucs-là avec nos filles. Donc, mais c'est comme ça chez nous. On nous a appris ça comme ça. Je l'ai appelée, on avait discuté, je lui ai dit qu'une règle c'est naturel. Donc, qu'elle est devenue, et maintenant elle est devenue une femme. Donc, elle est devenue une femme. Elle doit protéger ses caleçons, bien laver, bien se doucher, laver ses caleçons. Elle a commencé par les serviettes d'aujourd'hui, les couches. Voilà, Madame Ezoula, à entendre parler ces mamans, est-ce qu'elles ont toutes les informations qu'elles doivent communiquer à leurs filles? Ou bien vous avez des choses à leur ajouter? Oui, le rôle des parents est tellement capital pour une bonne réussite de la gestion de l'hygiène menstruelle. Mais malheureusement, on constate que les parents même ne sont pas assez éduqués, excusez-moi, par rapport à cette thématique. Comme l'autre dame, la dernière dame venait de le dire, on n'en parle pas assez souvent. Et du coup, la femme ou bien la maman qui est là, elle a peu d'informations. Qu'est-ce qu'elle peut transmettre à sa fille? Donc c'est à cause de ça que la communication, bien l'information ne doit pas passer qu'au niveau de la jeune fille. L'information doit tout cibler les mamans. Elle doit cibler tous les enfants, que ce soit jeunes filles ou jeunes garçons. Elle doit cibler les leaders communautaires, puisque les croyances négatives autour des menstruations, c'est dans la communauté. Chez nous, c'est comme ça. Donc, il ne faut pas toucher à ce sujet. On doit pouvoir expliquer à la maman, au papa qui est là que, étant donné qu'il a une fille, il arrivera un moment où la jeune fille là, va devoir passer par cette étape. Et ce, durant toute sa vie jusqu'à la ménopause. Donc il y a nécessité de la préparer déjà. Il y a nécessité. Il ne faut pas attendre. Il y a une femme qui a dit tout à l'heure qu'elle a appris ça de ses amis. Voilà, de ses amis. Normalement, ça ne devrait pas être comme ça. La fille devrait être informée au préalable. Parce que la conséquence de ce comportement, c'est quoi? C'est que la jeune fille va lui revenir avec une grossesse et elle sera étonnée, elle n'aura ses yeux qu'à pleurer. Puisqu'elle n'est pas informée, elle ne sait pas. Peut-être qu'elle est sortie avec des amis, elle a constaté. Mais en préparant cette jeune fille-là, dès l'âge de 7-8 ans,
qu'il y aura un phénomène comme ça, lorsqu'elle fera ce sang sortir, c'est quand même une nouveauté, elle ne va pas être choquée. Elle ne va pas être choquée de voir d'abord ce sang. Elle va venir maintenant vers sa maman, expliquer à sa maman que voilà, ce que tu m'as toujours dit est arrivé. Et la maman va maintenant l'accompagner. La survenue des règles au niveau des jeunes filles ne vient pas toujours d'une manière aisée. Il y a des petits mots qui s'accompagnent. Par exemple, la douleur qui est souvent là. Donc, elle doit être accompagnée par ses parents pour supporter la douleur. Douleur au niveau du bas-ventre? Du bas-ventre. Il faut pas qu'elle cache ça. Parce que la conséquence sera peut-être l'absentéisme à l'école. Parce que durant 5 jours, elle doit s'absenter et dire qu'elle est malade. Alors que si elle est préparée, si les parents lui donnent la bonne information, elle pourra facilement gérer en prenant les médicaments que lui prescrit la sage-femme ou bien le médecin et pouvoir suivre les cours. On a parlé entre-temps de la stigmatisation. On disait qu'à l'école ou bien dans la rue, on peut se moquer de la jeune fille parce qu'elle n'a pas su gérer ses menstruations et qu'elle s'est tachée. Donc, les parents doivent aussi jouer le rôle à ce niveau-là pour sensibiliser les jeunes garçons qu'il arrivera dans la vie de la jeune fille qu'il y ait ces phénomènes-là. Donc, s'il voit la jeune fille tachée ou bien en difficulté juste à cause de ses menstruations, au lieu de se moquer, il doit l'accompagner. Il doit l'accompagner pour pouvoir aider la jeune fille-là à se sentir à l'aise, à vivre cette période-là d'une manière digne, confortable. Et épanouie. D'accord. La suite? Oui. Alors, Madame Lamy, depuis quelques années, on entend de plus en plus parler de la gestion de l'hygiène menstruelle. Pourquoi cette attention particulière au sujet? D'accord. Pourquoi cette attention est particulière? Donc, nous avons constaté qu'il faut qu'on brise le tabou, il faut qu'on brise le silence qui tourne autour de la menstruation. Il faut que les gens, donc la jeune fille, le jeune garçon, la communauté, les décideurs sachent que ce n'est pas un sujet tabou, que c'est un phénomène naturel et physiologique dans la vie de la jeune femme. Il faut qu'on lutte pour permettre à la jeune fille d'être autonome, d'être libre dans sa peau quand elle traverse cette période-là. Donc c'est très important. C'est le lieu de remercier sincèrement le ministère de la Santé à travers la DSMI et les ONG. Et un grand coucou spécial à M. Espoir Dachidi, qui est un des précurseurs en matière de la gestion de l'hygiène menstruelle et qui m'a formé et qui fait un grand, nous on l'appelle papa champion en GHM. Quoi GHM? Gestion de l'hygiène menstruelle. Ah d'accord. Voilà. Ah ok. GHM. Donc il y a beaucoup d'acteurs, donc beaucoup d'ONG que je ne vais pas citer ici, qui de plus en plus ont trouvé que non, en brisant le silence autour des menstruations, non seulement on fait la promotion de la santé au niveau de la jeune fille, mais on l'aide aussi à résoudre les violences basées sur le genre et donc à avoir le droit de la jeune fille et de la jeune femme. Ok. Alors, vous l'avez si bien dit, Madame Ezoula, beaucoup d'acteurs sont impliqués dans la sensibilisation de la bonne gestion de l'hygiène menstruelle. Vous avez cité quelques ONG. La liste, elle est longue, certainement. Mais que font ces ONG ou bien ces acteurs concrètement sur le terrain? Est-ce qu'ils s'organisent pour aller vers les jeunes filles dans les écoles? Comment se font les activités sur le terrain? Si nous prenons par exemple l'association de monsieur, vous avez cité un monsieur à qui vous avez fait un coucou, qui vous a formé. En quoi consiste le travail sur le terrain exactement? Prenons cet exemple précis. Oui, il y a beaucoup d'activités qui sont faites en matière de gestion de l'hygiène menstruelle. On commence déjà par les sensibilisations
qui se font au quotidien. Il y a la célébration des journées mondiales. Donc, depuis 2014, avec l'initiative de Washer United, qui est une ONG allemande, on a pu avoir une journée internationale sur le plan mondial, donc depuis 2014. Et au Togo, depuis 2017, nous avons commencé par célébrer cette journée-là. Et au cours de ces journées, dans les 28 mai de chaque année, on célèbre ces journées en mémoire ou bien en l'honneur de la menstruation. Et il y a plein d'activités qui sont faites. Il y a des renforcements de capacités qui sont aussi faits. Donc à l'endroit des jeunes filles bénéficiaires, à l'endroit des différents acteurs, donc les agents de la santé, les agents de l'éducation, les patrons, les patronnes des ateliers, puisqu'il y a aussi les jeunes qui ne sont pas scolarisés mais qui vont en apprentissage, qui sont aussi concernés. En dehors du renforcement de capacité... Lorsque vous parlez de renforcement de capacité à l'endroit des jeunes filles, ce sont des jeunes filles, des pères éducatrices ou bien des jeunes filles qui font des règles. On renforce leur capacité, c'est-à-dire, ou bien ce sont des filles qui sensibilisent leurs amis, enfin leurs sœurs filles pour une bonne gestion de l'hygiène menstruelle. Oui, le renforcement de la capacité à l'endroit des filles, des jeunes filles, de quelles jeunes filles s'agit-il? Les pères éducatrices? Il s'agit de la jeune fille en général. Maintenant, il y en a qui sont formés pour aller sensibiliser, qui sont des pères éducatrices qu'on a mises au niveau des écoles, au niveau des ateliers de couture et de coiffure pour sensibiliser leurs pères. Donc on leur donne le renforcement nécessaire pour pouvoir aborder le sujet là sans tabou, pour pouvoir sensibiliser leur... Vous savez, quand entre jeunes, ça avance beaucoup. C'est plus facile d'aborder ce sujet-là entre jeunes. Donc il faut que la jeune fille qui a peut-être fui la maison et qui vient chercher l'information au niveau de son ami, que son ami arrive à lui donner l'information exacte. Donc il y a ces formations-là qu'on fait. Il y a aussi des sensibilisations au niveau des bénéficiaires même. Donc on peut s'appuyer sur les sages-femmes ou bien les différents partenaires, où on s'appuie aussi sur les élèves et apprentis qui sont formés en tant que pères éducateurs pour renforcer leurs collègues. Au-delà de tout, il y a de plus en plus d'ONG qui font la promotion du matériel de gestion. Donc, depuis 2017, des voix se lèvent pour distribuer le matériel, c'est les serviettes, hygiéniques qui sont abordables, puisque le problème se situe là-bas. Il y a une précarité au sein de la communauté en ce qui concerne la gestion de l'hygiène menstruelle. D'abord, les conditions ne sont pas réunies au niveau de la famille, au niveau de l'école. Les conditions ne sont pas réunies, il n'y a même pas de toilette pour se changer. Et si les règles surprennent la jeune fille à l'école, il n'y a pas les toilettes et les serviettes disponibles. Ou alors, au niveau de la maison, cette jeune fille-là, étant donné qu'elle manque d'informations, ne sait pas ce qu'il faut utiliser. Donc les ONG se lèvent pour appuyer ces jeunes filles-là en donnant les serviettes hygiéniques. Ok, alors je voudrais revenir un peu, il y a une question de curiosité qui me passe par la tête. Alors la journée, elle est célébrée, la journée de la gestion menstruelle, non, la journée de l'hygiène, voilà, de la gestion de l'hygiène menstruelle, autant pour moi, elle est célébrée chaque 28 mai. Alors est-ce que vous avez cherché à savoir pourquoi 28 mai? Parce que moi j'ai ma petite idée, le cycle 28 joue a un lien, a-t-il un lien avec le chiffre 28? D'accord. Pourquoi pas 12 décembre, pourquoi pas 1er janvier? Mais pourquoi c'est le 28 mai? Oui, le 28 mai est stratégique en fait. Voilà, oui, voilà. Il est stratégique. Le chiffre 28, comme vous le savez, 28 c'est la durée moyenne d'un cycle. Donc un cycle menstruel,
il peut aller entre 22 et 35 jours. Et avec une moyenne de 28 jours. Donc c'est à cause de ça qu'on a choisi la date du 28 pour symboliser la durée moyenne du cycle. Le chiffre 5, qui est le 5e mois de l'année, le mois de mai, a aussi été choisi en relation avec la durée moyenne des règles. On avait dit ça plus haut, que les règles durent en moyenne 3 à 8 jours avec une moyenne de 5 jours. Donc on a choisi ça pour pouvoir, quand on parle du 28, déjà on sait que c'est un message de sensibilisation à l'endroit des choses. On sait qu'en moyenne, la femme va saigner chaque 5 jours et ceci chaque 28. Donc c'est pour symboliser la moyenne du cycle. Voilà, j'ai bien fait de poser cette question. J'ai une question de curiosité. Alors, Madame Lamy, vous avez parlé des pères éducatrices que vous formez, que vous envoyez vers les filles, dans le sens de la sensibilisation. Il y a aussi un gros travail à faire au niveau des parents. Vous venez de l'évoquer tantôt. Au niveau à l'endroit des parents, qu'est-ce que vous faites exactement? À part les sensibilisations de masse, qu'est-ce que vous faites particulièrement à l'endroit de ces parents? Alors, moi, je répondrai d'abord dans ce sens, en tant que sage-femme, ce que je fais et c'est ce que la plupart des sages-femmes font. Les femmes, ou bien les consultations prénatales sont aussi une occasion de sensibiliser les mères. Il y a les consultations prénatales, il y a les consultations que ce soit gynécologie, donc toutes les consultations au niveau de la maternité, la planification familiale, l'accouchement, donc les consultations postnatales. C'est une porte d'entrée pour sensibiliser ces femmes-là. Donc elles ne sont pas laissées pour compte. On met l'accent certes sur la jeune fille, mais il faut que la maman aussi ait l'information qu'elle a ratée entre-temps pour corriger. Donc lorsque je me rappelle en 2018, on avait mené une petite sensibilisation au niveau de Wahala. Et c'était dans le cadre de la journée mondiale de l'hygiène menstruelle. On s'est présenté pour faire la sensibilisation. Et il se trouve que c'était le jour de consultation postnatale. Donc des mères qui avaient déjà 1, 2, 3 enfants. Et lorsqu'on a lancé les débats, on a découvert que ces mères-là, en fait, malgré qu'elles font déjà 2, 3 enfants, n'ont aucune notion en ce qui concerne les menstruations. Et c'était très touchant. C'était touchant. Donc ça veut dire qu'elles sont là, elles vivent, elles subissent ces phénomènes-là, elles subissent l'exclusion liée à cette menstruation. Donc il faut qu'on corrige. Donc au niveau des communautés, on fait les sensibilisations dans les maternités, on fait aussi les sensibilisations avec les leaders communautaires. On fait leur sensibilisation puisque les jeunes filles sont avant tout accompagnées par les communautaires. Donc il faut qu'on les touche. On forme les leaders communautaires, on forme les différents acteurs de l'éducation, donc les enseignants. Alors tout à l'heure, Madame Ezoula, vous avez dit que lors de vos sensibilisations, surtout parlant de la précarité de la gestion de l'hygiène menstruelle, qui reste un problème très délicat, vous dotez ou bien vous donnez des serviettes à certaines jeunes filles. Alors, est-ce que c'est dans les établissements? Si oui, quels sont les critères de sélection de ces établissements-là où vous allez pour mettre à la disposition des serviettes pour les jeunes filles? D'accord, merci beaucoup. Je pense que, en fait, ce n'est pas l'objectif de ces sorties, c'est avant tout pour donner l'information. Et maintenant, les différents partenaires qui se sont levés ont leur cible. Donc, par exemple, si vous venez à mon niveau en tant que sage-femme, je ne peux que expliquer à la jeune fille ce que
ce qu'elle peut utiliser pour accueillir. Maintenant, lorsqu'il y a des dons comme les dons des ONG et autres, les ONG peuvent cibler déjà les jeunes filles là au sein de la communauté, que ce soit au niveau de la communauté ou bien au niveau de l'école où ils vont. Et elles vont plutôt pour doter ces serviettes là ou bien ce matériel. Donc je vais d'abord faire un clin d'œil à l'ONG Chaîne de l'Espoir qui se bat beaucoup. Il y a plein. Ça fait la deuxième fois que vous appelez l'ONG Chaîne de l'Espoir. Vous allez payer, c'est de la publicité que vous faites pour l'ONG. Au-delà de faire de tout, ce n'est pas pour faire la publicité, puisque cette ONG-là intervient quand même beaucoup. Pionnière, vous l'avez dit. Il y a l'ONG Plan International Togo aussi qui fait aussi beaucoup avec les jeunes filles. De gestion de l'hygiène menstruelle. Il y a ATBF pour ne citer que eux. Voilà. Il y a aussi la DSMI qui accompagne à la liste, elle est longue. Alors, parlant justement de l'ATBF, pour une bonne gestion de l'hygiène menstruelle, des jeunes filles sont justement formées. Et ce sont des pères éducatrices qui vont à la rencontre de leurs sœurs, d'autres filles de leur âge pour leur faire passer le message. Mais c'est un travail qui ne se fait pas sans difficulté sur le terrain. Nous allons écouter l'une d'entre elles. Elle est justement point focal du mouvement d'action des jeunes de l'ATBF. Nous devons briser les tabous qui se trouvent autour du concept de l'hygiène menstruelle. Nous avons toujours tendance à remarquer que les gens portent tellement de jugements sur les menstrues et on pense que c'est des tabous, on ne doit pas en parler. Et surtout, ça met les femmes mal à l'aise. Ça met les femmes mal à l'aise. Et ça fait aussi que les femmes, là, et surtout les jeunes garçons aujourd'hui, quand on va dans les établissements, on se rend compte que parfois, une fille peut venir à l'école et par surprise, elle a eu ses règles. Et elle est tachée, les gens vont se moquer d'elle. Et ce qui fait mal, c'est que les femmes aussi se moquent. Les filles aussi se moquent d'elle. Mais comment est-ce qu'elle a fait? Comment elle gère ça? Et elle vient à l'école et elle est tachée. C'est tout naturel. Peut-être que c'est ses premières règles, ou peut-être qu'elle ne s'attendait même pas à ce que ça vienne ce jour-là. Donc, on ne devrait pas blâmer cette personne-là pour le fait qu'elle soit tachée lors de ses activités ou bien à l'école. Il faut plutôt la soutenir, l'accompagner dans ces moments-là pour qu'elle ne se sente pas frustrée. Et comme ça, elle peut aussi être motivée. Nous ne nous attendons pas à un changement brusque. Nous ne nous attendons pas à un changement brusque. Mais ça va venir un peu. Il suffit de mener des sensibilisations, d'en parler autour de nous pour que les gens sachent réellement que ce n'est pas un concept aussi à mettre des tabous autour. Donc il faut vraiment briser le silence pour qu'on en parle, pour que les gens sachent que c'est tout naturel. Ça peut arriver à tout le monde. Pendant des sensibilisations et surtout à la fin, il y a des jeunes filles qui nous approchent. Il y en a qui parlent de comment gérer vraiment leur menstruation et aussi comment contrôler son cycle, maîtriser son cycle pour savoir qu'à tel moment je suis en période d'ovulation. Il ne faut pas faire des rapports sexuels non protégés pour me préserver des grossesses précoces. Donc il y a plusieurs témoignages aussi autour de ce thème. Et des gens qui ont eu des problèmes auparavant, qui se sont quand même dirigés vers les centres de santé et qui ont eu des solutions par rapport à leur cycle menstruel. Pour rencontrer les personnes réellement vulnérables, c'est un peu compliqué pour nous, les jeunes. Et nous menons des activités, des sensibilisations dans des zones reculées. Mais pour aller vers là, c'est un peu compliqué pour nous par rapport aux moyens financiers d'abord, puisqu'il faut avoir des moyens pour se déplacer vers ces zones. Et le fait de rencontrer aussi ces personnes, c'est un peu compliqué. Et c'est l'occasion de demander aussi aux leaders communautaires et
à toutes ces autorités qui sont dans les communes et tout, de nous aider quand on vient vers eux, de nous aider réellement pour qu'on puisse avoir ces jeunes autour de nous pour leur passer le message. Voilà, nous remercions beaucoup ces jeunes filles pères éducatrices dans leur travail de sensibilisation. Mais cependant, dites-nous, Madame Ezoula, est-ce que face à cette problématique liée à la gestion de l'hygiène menstruelle, est-ce que les femmes que vous rencontrez sont réceptives à vos messages? Est-ce que le message passe? Oui, c'est un soulagement parfois de savoir que les idées qu'elles se sont faites par rapport à ça, aux menstruations, n'étaient que des idées fausses. C'est un soulagement. Et parfois, quand tu finis de lui expliquer que c'est un phénomène naturel et biologique, elle dit, donc en fait, j'ai un plus en tant que femme que les hommes n'en ont pas, puisque les menstruations ne surviennent que chez la femme. C'est ça. Donc, elles sont réceptives. Maintenant, le problème qu'il y a, c'est la manière dont il faut contourner ces tabous. Puisque si, par exemple, dans une communauté, la croyance est que quand la jeune fille est en menstruation, elle ne doit pas s'approcher des lieux de culte, par exemple. C'est une considération dans plusieurs sociétés, malheureusement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que la femme ou bien la jeune fille puisse traverser ce tabou-là? C'est compliqué. On n'est pas là pour éduquer les femmes à se révolter contre je sais pas, les religions ou bien les croyances culturelles qui sont là. Mais il faudrait que même contre leur mari, certains maris qui refusent à leurs femmes de leur préparer à manger pendant qu'elles sont en période de menstruée ou bien de coucher même sur le lit conjugal parce qu'elles sont en règle. En règle. Voilà. Donc c'est à cause de ça il faut sensibiliser. On sensibilise ces femmes-là. Et une fois qu'elles arrivent à accepter les menstruations comme un phénomène naturel, même si à cause des considérations religieuses, elles ne participent pas, elle va être quand même convaincue que ce n'est pas parce qu'elle est souillée. Ok. Olive? Oui, justement, en parlant de sensibilisation, beaucoup d'associations... C'est ce que nous sommes en train de faire également. Hein? Oui. Voilà. Alors, beaucoup d'associations se mobilisent pour des campagnes ou des tournées de sensibilisation sur la question de la gestion de l'hygiène menstruelle, Carole. L'une de ces associations, c'est la chaîne de l'espoir que vous avez si bien mentionnée. Alors, notre équipe de reportage a tendu le micro au responsable de la chaîne de l'espoir qui s'est prononcé. Votre formateur. Votre formateur, nous allons le suivre. La gestion de l'hygiène menstruelle est une activité que la chaîne de l'espoir mène et qui nous permet donc d'intervenir au niveau de la cible à travers plusieurs activités. Notamment, nous avons la formation des pères éducateurs au niveau des établissements d'intervention sur les questions de santé sexuelle de la reproduction, incluant la gestion de l'hygiène menstruelle. Nous formons donc les enseignants encadreurs qui doivent suivre ces élèves. Et en dehors donc de ces formations, nous mettons à disposition dans les établissements où nous intervenons des kits de dignité qui permettent donc aux filles qui sont surprises par les règles à l'école de pouvoir avoir les protections hygiéniques. Et en dehors de ça, la chaîne de l'espoir contribue à la construction et à la réhabilitation des toilettes au niveau des établissements scolaires afin de permettre aux filles de pouvoir avoir un lieu sécurisé, sûr, leur permettant de gérer de façon digne, discrète et confortable la menstruation. Pour le compte de 2022, la chaîne de l'espoir a déjà fait avec son partenaire Jeunesse et Avenir Togo
des activités dans les établissements scolaires où les élèves des clubs de santé sexuelle de la reproduction élaborent des plans d'action pour mener des activités de sensibilisation. Et ces activités de sensibilisation se passent dans les classes lors des causeries éducatives, soit par des entretiens individuels menés par les pères éducateurs qui sont formés sur la thématique. En matière de difficultés rencontrées, je crois que c'est notre incapacité de couvrir beaucoup d'établissements pour pouvoir passer le message, parce que la mise en place des clubs et les renforcements de capacité des enseignants nécessite donc des moyens, et donc c'est une difficulté qui ne nous permet pas de pouvoir couvrir une large population. Et en dehors de ça, je crois que une des plus grandes difficultés, c'est toujours le caractère tabou de la menstruation. Je peux dire que le problème le plus épineux, c'est le manque de financement pour les activités, pour pouvoir donc aussi mettre à disposition des kits de dignité dans les établissements et aider donc les filles qui sont surprises de pouvoir vraiment se mettre à l'aise et de pouvoir suivre normalement les cours comme les autres. Les menstruations, c'est quelque chose de normal. Il n'y a rien de mauvais dans la menstruation, et donc à ce titre, nous devons tous accompagner les femmes et les filles à gérer cette menstruation de façon vraiment confortable. Nous devons les accompagner. Et nous voudrions aussi profiter de cette occasion pour lancer un appel aux femmes et aux filles d'éviter l'automédication au moment des difficultés ou au moment des malaises lors des menstruations. À l'endroit des hommes, nous voudrions les encourager à contribuer à créer un environnement de soutien pour les femmes et les filles. Voilà, nous disons merci aux responsables de l'association ou bien de l'ONG Chaîne de l'Espoir. Madame Mezoula, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission, mais il reste une question très importante. Alors, parlant de la protection en période des règles, qu'est-ce que vous conseillez aux jeunes filles dans le choix des serviettes? Merci. Serviettes réutilisables aujourd'hui, est-ce que c'est l'idéal? Alors, nous allons noter que pour accueillir les menstruations, il y a une multitude de matériel. Il y a des serviettes hygiéniques réutilisables. Donc, comme leur nom indique, c'est des serviettes qu'on peut utiliser, qu'on peut laver et réutiliser après. C'est ça. Donc, c'est ce que nos grands-mamans faisaient avant. Donc, il y a les morceaux de pagne propres qu'elles peuvent se procurer, les laver bien, sécher et puis les utiliser. Et de plus en plus de voix se lèvent même pour faire ces serviettes-là en mode tendance. Donc c'est souvent ces serviettes qu'on distribue lors des campagnes. Il y a les serviettes hygiéniques jetables, donc les fameux Vania et autres. Je ne vais pas faire la publicité d'une marque ici, mais c'est des serviettes que lorsque la jeune fille utilise pour une seule fois, elle va jeter. On a aussi des tampons, pour ne citer que ceux-ci. C'est des tampons génitaux qu'on utilise lors de la menstruation pour accueillir le sang qui sort directement du vagin. Et ce tampon-là aussi, il est jetable, il n'est pas réutilisable. Nous avons les coupes menstruelles. Donc ça, c'est sous d'autres cieux. Mais pour m'appesantir un peu sur les serviettes réutilisables. Vous avez juste peut-être moins d'une minute pour finir cette question. Oui, réutilisables, c'est des serviettes qui respectent l'environnement et qui sont moins chères ou presque gratuites. Donc, il faut quand même... Surtout qu'elles sont fabriquées en mode tendance. Donc il faut quand même essayer de voir
si on peut s'en procurer puisqu'il ne faut pas que la gestion de l'hygiène menstruelle implique les moyens faramineux. Donc on fait tout à partir de ce qu'on a sous la main. Donc c'est le lieu d'appeler la communauté quand même à appuyer les jeunes filles vraiment à savoir quel type. Moi je ne peux pas faire le choix pour quelqu'un ici. Merci, on a compris, oui. On a compris, Madame Ezola, voilà. Olive, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Si on vous posait la question de savoir un message, de donner un message de sensibilisation, juste en une phrase, sous forme de slogan, qu'est-ce que vous direz? C'est un exercice. Les menstruations sont un phénomène naturel et biologique. Et donc ne sont pas un sujet tabou. D'accord, merci beaucoup. Voilà, Olive, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Nous remercions notre invité. Merci d'être passé sur le plateau de Santé d'abord. Je vous en prie. Merci à vous aussi. Voilà. Le plaisir a été énorme d'exprimer tout ce que nous avons. Très bien. Alors, chers téléspectateurs, tout le plaisir a été pour nous de vous avoir présenté cette émission, ce numéro qui a porté sur la gestion de l'hygiène menstruelle. Nous allons nous retrouver le mardi prochain pour un nouveau numéro de votre émission Santé d'abord. Mais d'ici là, portez-vous bien. Au revoir.